Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la matinale. Aujourd'hui, 1er avril, c'est donc le premier jour de ce mois d'avril, le quatrième de l'année, hein. On vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses, la santé, la paix en Côte d'Ivoire, beaucoup d'argent aussi, c'est pas mauvais. Et si ça vient aussi en monnaie étrangère aussi, on vous le souhaite, en euros, en dollars, enfin bref, beaucoup de bonheur chez vous et surtout la santé et la paix dans notre pays. Voilà, nous allons parler d'un sujet très important qui plusieurs fois a fait la une de l'actualité en Côte d'Ivoire. Nous allons avec précision nous intéresser au milieu scolaire aujourd'hui et avec monsieur Mamadou Fofana qui est le directeur de la stratégie et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale. Nous parlons des grossesses en milieu scolaire. Quelques chiffres pour vous. Alors, au primaire, nous avons eu 512 cas de grossesse en milieu scolaire, enfin de grossesse, contre 672 en 2013 et 2014. Au secondaire, 4054 contre 4250 en 2013-2014. Et puis, bon, le secondaire technique ne nous intéresse pas aujourd'hui parce que cela ne fait plus partie de votre ministère, mais nous constatons que les chiffres restent toujours éloquents. Monsieur le directeur. Oui, Christelle, effectivement, les chiffres restent encore éloquents, malgré les efforts de communication et de sensibilisation que le ministère de l'Éducation nationale fait à l'endroit des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes et de toute la communauté scolaire. Effectivement, l'année dernière, nous étions à 672 cas de grossesse dans le secondaire. Et cette année, 672 cas de grossesse dans le primaire. Cette année, nous avons une régression de près de 100. Donc 512. 512 cette année. C'est toujours... Ouais, c'est toujours élevé. C'est toujours élevé. C'est pour cela que nous ne devons pas croiser les bras. Nous devrons continuer la communication. Alors, revenons un peu sur les facteurs. Oui. Les causes. Les causes de ces grossesses en milieu scolaire sont multiples. D'abord, les auteurs. Les auteurs, généralement... Alors, les auteurs, je vous aide un peu. Oui. Nous avons au niveau des professeurs et élèves 4%. Oui. Et la majorité des auteurs de ces grossesses-là, de ces jeunes élèves, ce sont ceux qui font les petits métiers, les mécaniciens. Oui, mécaniciens, balanceurs. Chauffeurs de taxi, chauffeurs de baka. Bon, généralement ceux qui font les petits métiers. C'est quand même bizarre. Hein? Oui, c'est bizarre parce que les garages sont à proximité des écoles, malheureusement. Et ce sont ces jeunes mécaniciens-là que ces jeunes filles rencontrent à longueur de journée. Et généralement, quand ils les invitent à manger un garba ou bien aller assister à un spectacle, mais déjà tout est dessiné. Oui, ça veut dire, c'est flagrant, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'au sein de l'école, il n'y a véritablement pas peut-être de structure. De restauration, oui. Il y a un manque, il y a un vide là. Bien sûr, il y a un vide. Il y a un vide. Il n'y a pas généralement beaucoup de cantines dans les établissements. Les cantines, ce n'est pas juste au niveau du scolaire? Le primaire, il y a les cantines au niveau du primaire, mais également, il y a des cantines au niveau de certains établissements secondaires. Puisqu'il n'y a plus d'internat. Ouais. Il n'y a plus d'internat. C'est pour cela que Madame le ministre, elle est en train de chercher à activer, faire en sorte que les internats ouvrent dans les établissements. C'est une priorité du ministère? Oui, c'est une des priorités du ministère et de Madame le ministre de l'Éducation nationale. C'est une de ses priorités. Parce que cela va évidemment régler beaucoup de choses. Beaucoup de problèmes. Cela va régler beaucoup de problèmes parce que c'est le phénomène ce phénomène-là est venu avec le manque d'argent, la pauvreté des parents d'élèves, la précarité. Les enfants, la jeune fille qui arrive à l'école, elle est laissée à elle-même. On lui demande, il faut te débrouiller. Elle se débrouille comment? Et généralement, elle n'a rien à manger. Donc, si quelqu'un l'invite à manger, bien sûr, il faudrait qu'elle soit reconnaissante après. Wow. Il faudrait qu'elle soit reconnaissante après. Parce que sinon, peut-être que le lendemain, elle ne trouvera plus à manger. Donc, elles le font souvent malgré elles-mêmes. Et c'est pour cela que nous devons mettre toutes les commodités dans les établissements afin que ces élèves-là évitent ces milieux de précarité. D'accord. Donc, au niveau des causes, des facteurs, c'est la précarité, la pauvreté. Oui.
on va dire, l'abandon des parents, la non-réactivité des parents. Oui, et puis, on peut le dire. On peut dire que certains parents, heureusement que ce n'est pas tous les parents, il y a la démission de certains parents. Ouais. Les gens pensent que lorsqu'on a envoyé l'enfant à l'école, que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui doit faire tout. Non. Ce problème est un problème général. Il faut que toute la communauté se mobilise pour pouvoir régler ce problème. Mais à une certaine époque, nous, quand on nous envoyait à l'intérieur du pays, par exemple, pour étudier, il y avait tout. Oui, mais il y avait l'internat, il y avait les foyers, et même les foyers c'était codifié. Oui. Il y avait un règlement qui était très suivi. Oui, mais aujourd'hui, les foyers, ce sont des privés qui construisent ces foyers-là. Et ces foyers, les enfants sont abandonnés. Il n'y a même pas de cantine dans ces foyers-là. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, vraiment, c'est une préoccupation pour l'éducation nationale. Nous avons on a depuis 2-3 ans, nous faisons la promotion de l'abstinence. Faire en sorte qu'il y ait 0 grossesse d'ici 2020. Mais nous sommes en train d'y travailler. Nous sommes en train de mettre les différentes politiques et les différentes stratégies en place. Vous savez que cela prend lentement. Quelle stratégie vous proposez? Les stratégies que nous proposons, par exemple, c'est ce dont on vient de parler tout à l'heure, la création des cantines, par exemple. Et la réouverture des internats. La réouverture. On en parle, mais qu'est-ce qui bloque? Oui, ce qui bloque, c'est que c'est le fond qui manque le moins, disait La Fontaine. C'est-à-dire c'est le fond qui manque le moins. Les sites sont là, il faut un gros financement. Oui, il faut un gros financement. L'histoire de nourriture. On va commencer d'abord avec les lycées de jeunes filles. Et je crois que ça a déjà commencé. Les lycées de jeunes filles d'abord. Et ensuite... Ça a commencé où? Les lycées de jeunes filles, on va construire 6 lycées de jeunes filles. Et à ces 6 lycées de jeunes filles seront intégrés des internats. Bon, ça, on va construire. Oui, on va construire. C'est peut-être aléatoire, non? Oui, non, mais il y a déjà des ressources. La BID, par exemple. La BID a donné un financement. Qui est la banque? Oui, la Banque islamique de développement a déjà décaissé les fonds. Je crois que les travaux de faisabilité sont en cours et cela va se faire rapidement. Bon, c'est un lycée, ça ne va pas se bâtir en un jour. C'est un lycée. Bon, si nous parlons de ceux qui existent déjà, les lycées de jeunes filles existants, est-ce que les internats... Par exemple, si je prends par exemple Yamoussoukro, oui. Mami Fete, il y a un internat et les cantines sont fonctionnelles. Mais là encore, on voit qu'il y a quelques cas de grossesse. Et généralement, les grossesses, là, c'est en vacances, pendant les congés, pendant que les enfants ne sont pas à l'école. Bon, là, on n'impute plus ça à l'éducation nationale. Oui, c'est ce que je pense. Hein. Parce que ce n'est pas nous qui assistons nos filles. Oh, Dieu merci. Non, ça ne peut pas être vous. Voilà, ce n'est pas nous. Ce sont généralement à 90%, c'est les gens qui font les petits métiers. Et les élèves eux-mêmes entre eux. C'est les élèves entre eux. Donc, je disais que le lycée Mami Adjoa, il a l'internat. Il y a, par exemple... Mais on va dire que là, c'est Yamoussoukro. Oui, c'est Yamoussoukro. Il y a Mami Fete. Les lycées de jeunes filles qui existent déjà ont soit des internats, soit des Parce que là-bas, il y avait déjà des commodités. Oui, il y avait des juste réactiver certaines choses et puis voilà. Oui, mais après, ça a commencé à s'essouffler un peu, se dégrader. Mais bon, avec la volonté de Madame le ministre, je crois qu'on est en train de partir du bon pied. Et du côté de Benjarville, on avait aussi un lycée de jeunes filles. Oui, il y a le lycée de jeunes filles, il y a l'internat encore. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc c'est embryonnaire pour l'instant. Sur l'ensemble du territoire, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez parce que, comme vous le dites, à notre époque, presque tous les établissements, surtout les lycées, avaient des internats. Bien sûr. Mais aujourd'hui, et il y avait une rigueur aussi au niveau des éducateurs. Oui, il y avait une rigueur des censeurs, au niveau des conseillers. éducateurs. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, à cette époque-là, il n'y avait pas assez d'élèves. Aujourd'hui, par exemple, cette année, pour le primaire seulement, nous avons plus de 3 600 000 élèves. C'était prévisible, vu la démographie bien sûr. Et le secondaire, on a plus de 1 600 000. Vous voyez que le chiffre 1 628 000. Et on va continuer comme ça. Et on va continuer encore de monter. Et il faudrait que les éducateurs soient plus vigilants, qu'on recrute encore beaucoup plus d'éducateurs. Si vous allez sur la plateforme de la fonction publique, vous verrez que le ministère a demandé à ce qu'on recrute beaucoup d'éducateurs
pour pouvoir s'occuper de ces... Alors, on comprend un peu ce qui se passe dans la tête de ces jeunes filles, vu au su de votre explication maintenant, Oui. la proximité avec ces petits métiers, enfin balanceurs et autres. Oui. Et puis, on pourra aussi s'intéresser à l'encadrement au niveau de l'établissement, aux sensibilisations qui pourraient être faites. À une certaine époque, vous arrivez déjà, votre tenue vestimentaire, vous êtes interpellé au portail par l'éducateur ou le censeur, Oui. vous êtes sommé de retourner chez vous, vous habiller correctement. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, toute cette dynamique, c'est une dynamique en fait, hein, Oui. et qui vous met dans un conditionnement que vous êtes là pour votre papier, Oui. et même si vous avez des petites choses, voilà, des petites gasoils entre griffes, vous savez vous maîtriser en fait. Oui. Et vous êtes là pour apporter de bons résultats Oui. à vos parents. Pensez-vous que nous ayons toujours cette même dynamique? Oui, Christelle, souvent quand on parle, on oublie que nous sortons de crise. La crise à Bondo Oui, quand même, mais hein. bien sûr, il y a eu la crise. Il y a eu la crise Bon, la où crise est passée. les fondamentaux même ont disparu dans certaines Bon, régions. la crise est passée. Voilà, la crise est... Nous Et les sommes en fonctions train de demeurent. reconstruire. Oui. Et je vous disais qu'il n'y a pas, par exemple, assez d'éducateurs dans Bon, les et ceux écoles. qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont là... Parce sont en qu'on train a de les chiffres. Hein, oui, oui. ceux qui sont là sont en train de travailler, mais ils ne sont pas encore en nombre suffisant. Imaginez un lycée, un grand lycée, par exemple, comme le lycée Pierre Gadier. Qui est situé où? À Yopougon. À Yopougon, Pierre Gadier 1 et 2, qui compte près de 10 000 élèves. Mais vous avez à peine une dizaine d'éducateurs. Mais il ne peut pas y avoir... Ça, c'est la faute à qui? Mais c'est pour cela que j'ai dit qu'on est en train de faire d'autres recrutements. C'est la faute à nous tous parce qu'on n'a pas pu avoir suffisamment d'argent. Suffisamment d'argent. C'est une question de moyens. Oui, c'est une question de moyens. Et maintenant que les moyens sont en train de venir, et je crois que nous sommes en train de travailler à cela. Quand vous parliez, si nous appuyons sur l'exemple de ce lycée, vous avez dit Gadier. Pierre Gadier. Pierre Gadier à Yopougon. À Yopougon. Vous avez dit quelque chose sur lequel j'aimerais répondre. Vous avez dit qu'il y a plusieurs entrées. Oui, il y a plusieurs entrées. Je vais dire que si la clôture n'est pas complètement faite, les enfants donc la clôture n'est pas complètement faite. Oui. Mais pourquoi est-ce que l'école attend pour faire la clôture et avoir une seule entrée? L'école n'a pas les ça moyens. encore, c'est pas le ministère, c'est pas non. Le ministre qui va faire ça. L'école n'a pas les moyens de pouvoir faire la clôture. Mais avec 10 000 élèves. Avec 10 000 élèves. S'il doit faire, il y a une bonne partie de la clôture qui est faite quand même. Les enfants eux-mêmes, souvent, ils font des trous pour pouvoir escalader la clôture par où on peut passer. Oui, parce que, donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'élèves. Si bien que pour un si peu nombre d'éducateurs, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Parce qu'il faut s'occuper du portail. Ensuite, il faut s'occuper des élèves dans les salles de classe. Il faut voir si telle chose en place, ce n'est pas facile. Il faut courir pour voir si la clôture de l'autre côté n'est pas escaladée. Voilà, si ce n'est pas escaladé. Et c'est pour cela que cette année, Madame le ministre a demandé à ce qu'on recrute suffisamment d'éducateurs. Il y a des établissements qui n'ont même pas d'éducateurs. Malheureusement. Mais il y a les co-gestes, non? Oui, il y a les co-gestes. Bon, moi je suis très pragmatique. Oui, alors il y a également les co-gestes, oui. Les comités de gestion. Oui. On voit que on prend peut-être le cas de cette école-là, oui. mais qui pourrait ressembler à plusieurs autres cas, hein, oui. en Côte d'Ivoire et peut-être même en Afrique. Bien sûr. Vous avez une école dont la clôture pratiquement inexistante, oui. avec de nombreux élèves. Oui. Les comités de gestion n'ont-ils pas la charge de lever des cotisations? Cette fois-ci, on comprendrait bien. Ces cotisations-là. Oui, c'est parce que les cotisations aussi apparaissent à tout moment. Mais cette fois-ci, on comprendrait bien que la cotisation est levée pour non seulement finir la clôture, avoir une ou deux entrées maîtrisées, et même les 10 éducateurs sur le millier d'élèves pourraient donc à ce moment-là faire le travail de façon conséquente et avoir de bons résultats. Je vais vous donner des statistiques. Allez-y. Au primaire, par exemple, il n'y a que 15% des écoles primaires de Côte d'Ivoire qui ont des clôtures. 15%. 15%. Au secondaire, il y a 39% qui ont des clôtures. 15% primaire. Hein? Oui. Okay. Et 39% secondaires qui ont des clôtures. 39% secondaires qui ont des clôtures. Oui. 39% au secondaire qui ont une clôture. Vous voyez, le reste au secondaire, il y a encore près de 61%. Et où sont passées les clôtures? Elles n'ont jamais existé ou elles étaient là et elles sont dégradées? Elles n'ont jamais existé.
Et c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire un choix. Bon, c'est sur toute l'étendue du territoire, ces chiffres-là. Oui, bien sûr, c'est sur toute l'étendue Mais que font les communautés, que font les collectivités? Voilà. Les collectivités, un de leurs rôles, ce n'est pas d'abord de construire des clôtures, parce que ça coûte cher. Oh non. Maintenant, si on demande à ce qu'on puisse lever des cotisations, c'est la communauté même qui décide. Mais demain, c'est nous encore qui allons dire qu'il y a trop de cotisations. À chaque fois, on nous répète qu'il y a trop de cotisations. Oui, mais je veux dire, une collectivité, un conseil général ou une mairie, Oui. ce n'est pas son rôle de faire la clôture de l'école qui accueille leurs enfants. La mairie, le conseil régional peut le faire. Oui, mais qu'est-ce qu'ils Mais on parle de attendent? COGES. Le COGES, c'est le comité de gestion si le des COGES établissements est scolaires. essoufflé, on va dire. Voilà, si le COGES est Oui. essoufflé, on peut demander aux mairies, aux conseils régionaux, de nous aider à construire ces clôtures-là. Mais est-ce que c'est les priorités? Les chiffres sont quand même éloquents. 15% au primaire. 15% au primaire. 15% d'écoles au primaire en Côte d'Ivoire n'ont pas de d'Ivoire. clôture. Et 39% au secondaire. On n'est donc pas surpris de ces chiffres-là. Oui, bien sûr. Donc, c'est un réel problème qu'il faut adresser. C'est vraiment un réel problème. L'élève rentre comme il veut, il sort comme il veut. Il rentre comme il veut, il sort comme il veut. Et c'est pour cela que aujourd'hui, il faut que nous réfléchissions pour voir comment résoudre tous ces problèmes. Parce qu'on a un dilemme. La première des choses, il n'y a pas de clôture pour certaines écoles. Mais il n'y a pas d'école pour certaines régions. Est-ce qu'il faut privilégier la construction des écoles pour que tous les enfants de Côte d'Ivoire puissent aller à l'école? Oui, il y a des écoles, mais il n'y a pas d'instituteurs. Voilà. Est-ce qu'il faut recruter? Ou bien il faut faire les clôtures d'établissements qui existent déjà? Bon, quelle est votre stratégie au niveau du ministère? Qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu au niveau du ministère, c'est d'abord construire suffisamment de salles de classe pour que tous les élèves en âge d'être scolarisés y aillent effectivement. Construire des écoles? Oui. Et c'est ce qui m'amène à venir sur le taux de scolarisation en Côte d'Ivoire. L'année dernière, par exemple, le taux de scolarisation en Côte d'Ivoire, nous étions à 95,4. Cette année, nous sommes partis à 101,3. 101 points de taux brut de scolarisation. Il y a une sensibilisation, il fallait mettre les enfants à l'école. Il y a beaucoup, quand on regarde par exemple les taux d'accroissement au niveau des recrues au CPM, mais c'est éloquent. Vous allez voir des zones comme Bouna, Korogo, Aboasso, que je cite juste, vous allez voir que c'est des taux d'accroissement de plus de 20%. Ça dit que les gens, l'école, la politique de scolarisation obligatoire est passée. Et il y a eu beaucoup de constructions et beaucoup de parents d'élèves ont envoyé les enfants à l'école. Mais cela est encore insuffisant parce que quand nous regardons, ça c'est le taux brut, mais quand nous regardons le taux net, nous sommes encore à peu près à 88%. Bon, si on sensibilise, il faut que les parents, les enfants aient à l'école, ce qui est normal. Voilà. Mais il faut pouvoir avoir les infrastructures. Voilà. Il faut pouvoir avoir les infrastructures. Donc nous sommes obligés de faire un choix. Soit nous construisons de nouvelles écoles, de nouvelles salles de classe pour ceux qui ne sont pas encore dans le système, pour que nous puissions avoir un taux net de 100%. Je préfère parler d'école, pas de salle. Parce que quand on dit la salle, elle est déposée. D'accord, d'école. Voilà, dans un milieu. Parce que quand on parle d'école, on parle de salle de classe aussi. D'accord, on enlève la broussaille, on met une salle et puis voici l'école. Il faut construire suffisamment d'écoles pour pouvoir absorber tous ces enfants qui sont en âge d'aller à l'école. C'est un choix. Est-ce que nous acceptons de laisser ces enfants dehors et faire les clôtures ou bien construire des écoles? Mais c'est un programme groupé, M. Fofana. Oui, mais bien sûr. C'est un programme d'ensemble. Oui. C'est pourquoi j'aimerais qu'on parle d'école, pas de salle de classe. Bon, chez nous, pour nous, c'est la même chose. Non, parce que l'école, c'est un ensemble avec une clôture, une salle de classe. On a un terrain, on dépose 3-4 salles et puis voici l'école. Oui, mais les cours sont dispensés dans les salles de classe. Oui, d'accord. D'accord, allons-y sur les écoles. Voilà. Voilà, allons-y, il n'y a pas de problème. On peut aller sur les écoles. Je disais que nous avons un dilemme. Est-ce qu'il fallait construire de nouvelles écoles ou bien tout simplement faire la clôture qui n'existe pas pour 65 ans? Est-ce que ça revient au ministère? Pourquoi justement ne pas impliquer les collectivités? Mais enfin, les écoles sont sur leur territoire. Oui. Ce sont leurs enfants, ce sont nos petits frères qui ont droit à avoir une éducation, mais de qualité, là où elles sont. Oui, mais c'est ce que vous oubliez, c'est que le financement des conseils régionaux vient de l'État, l'État du Côte d'Ivoire. Et quand on dit, par exemple, il y a tel pourcent pour l'éducation, c'est y compris les subventions qui sont payées aux conseils régionaux et aux conseils
aux mairies. Vous les excusez alors? Non, on ne les excuse pas. Je vais dire que c'est ce financement-là. Généralement, c'est pas vraiment beaucoup d'argent. Donc, c'est plus la peine, on est désespéré. Non, on n'est pas désespéré. Non, pas du tout. Mais quand je prends le cas de Akaoulé, je prends le cas de Akaoulé à Boisseau, mais il a des conventions avec des structures extérieures. Mais il construit beaucoup d'établissements. C'est un exemple que, par exemple, tous les autres doivent pouvoir suivre. Vous échangez avec ces conseils-là? Oui. L'année dernière, par exemple, à la carte scolaire, nous l'avons invité. Il est venu faire une communication. Il a dit comment il faisait pour mobiliser. À la limite, je veux bien dire, sûr que c'est possible. Voilà. C'est possible, mais chacun doit faire preuve d'imagination. Chaque conseil régional, chaque mairie doit faire preuve d'imagination pour pouvoir mobiliser des fonds et nous aider. Parce que les fonds de l'État seulement ne peuvent pas suffire en une année. Est-ce que par région, déjà, vous avez peut-être un comité tripartite avec d'autres structures où vous examinez les chiffres, les raisons, les causes en profondeur avec les responsables de ces collectivités-là pour leur donner, les mettre devant leurs responsabilités? Par exemple, cette année, nous sommes en train de travailler sur la PSO, la politique de circulation obligatoire. Nous allons descendre dans les régions. Ils ont commencé déjà le travail. Pour que chaque région, nous disons à chaque région, voilà les problèmes de votre région. Voilà les leviers sur lesquels vous devez agir pour pouvoir corriger cela. Le travail est en train d'être fait et on va leur montrer à chaque collectivité, voilà vos problèmes. C'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous devez faire. Et puis ensemble, ils réfléchissent au niveau des différentes régions. Si c'est demander à l'État d'augmenter les ressources, ou bien si c'est avoir des partenariats comme comme ce que fait le ministre Akaoulé, par exemple. On doit suivre les bons exemples. Voilà. Enfin, les promulguer déjà, pour qu'ils soient connus, et puis voilà, faire en sorte que les autres puissent les suivre. S'il a pu le faire, c'est possible, c'est pas surhumain. Et je pense que tout le monde peut le faire. D'accord. Et on attend à ce que tout le monde le fasse. Donc au niveau des causes, c'est vraiment des petits éléments comme ça, mais qui sont très rouges sur le tableau. Bien sûr. Et puis souvent, vous avez l'air d'être impuissant, vous, au ministère. Oui, c'est ce que j'avais commencé à dire tantôt. Et puis souvent... Mais pas désespérés quand même. Non, nous ne sommes pas désespérés, sinon nous ne serons pas sur votre plateau. Nous ne sommes pas du tout désespérés. Nous travaillons. Nous continuons de communiquer. On continue de communiquer. Et c'est pour cela que nous sommes sur votre plateau aujourd'hui. Pour dire que nous avons publié des données statistiques, qu'il y a encore du travail à faire. Voilà l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà, qu'il y a encore du travail. Ces images que nous avons. Voilà, qu'il y a encore du travail à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Non, il nous reste encore près de 87%, près de 12%, 88%, près de 12% d'enfants qui ne sont pas encore dans notre système médical. Où ils sont? Pourquoi ne sont-ils pas à l'école? Et quelle structure les accueillera? Quelle structure les accueillera? Donc voilà des questions que nous nous posons. Alors, revenons aux conséquences. Quand nous avons, par exemple, pour l'année 2000, le chiffre pour le secondaire, 4054 cas de grossesse en milieu scolaire, contre 4250 l'année dernière, l'année qui a suivi, précédente en tout cas. Pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, bonjour. Nous sommes en train d'échanger avec M. Mamadou Fofana. Il est le directeur de la stratégie et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale. Nous parlons de l'épineux problème des grossesses en milieu scolaire. Épineux problème et qui ne semble pas... un problème qui ne pourrait pas être résolu, en tout cas, avec des actions concertées. On l'a vu déjà au niveau des causes, des facteurs. On pourrait réussir à diminuer, en tout cas, et puis pourquoi pas éradiquer ce phénomène-là. Venons aux conséquences. Lorsque nous avons ces chiffres-là, qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes filles? Y a-t-il des structures pour les encadrer? Y a-t-il... Ça se passe comment? Malheureusement, généralement, quand ces jeunes filles sont en grossesse, elles retournent. Les plus courageuses, elles restent à l'école. Pourquoi vous dites les plus courageuses? Oui, parce que généralement, les jeunes filles, quand elles sont en grossesse, elles ont honte de rester à l'école. Parce qu'elles sont marginalisées, tout. Et puis bon, souvent, il y a des gens qui se moquent d'elles. Donc, elles préfèrent se retirer, rester chez elles. Attendre d'accoucher d'abord et venir l'année suivante. Pour les plus courageuses, vous avez dit? Oui, pour les plus courageuses qui restent. Pour revenir, qui restent. Mais généralement, on laisse leur place
lorsqu'elles s'en vont, elles accouchent, elles reviennent dans le système. On les accepte. On les accepte, elles reviennent dans le système. Et généralement, le secondaire, elles reviennent. Elles vont accoucher et elles reviennent l'année suivante. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du primaire? Bon, généralement, au niveau du primaire, c'est 512 cas. C'est qu'il y a des enfants, on va dire par exemple que telle fille a 15 ans, mais en réalité, elle a plus de 15 ans. C'est-à-dire? Non, et vous voulez dire que les extraits sont faux? Voilà, parce qu'on a allé refaire l'acte l'extrait de naissance et on a donné pour la cause un âge scolaire, un âge qui ne correspond pas du tout à la physiologie de la jeune fille. Donc on lui dit par exemple qu'elle a 15 ans, alors qu'en réalité elle a 17 ans ou bien 18 ans. On nous dit qu'elle a 10 ans, alors qu'en réalité elle a 14 ans, 15 ans. Et c'est de façon générale? Non, heureusement, pas de façon générale, mais il y a quelques cas. Parce que nous allons vous dire, il y a tel nombre de jeunes filles qui ont 10 ans, 12 ans, 14 ans, etc. C'est un véritable problème. Et comme je vous l'ai dit, généralement, ces grossesses-là sont prises pendant les vacances, pendant le congé de Noël. Pour le primaire. Pour le primaire. On est content, même pour le secondaire. C'est pendant les vacances, comme vous le dites tantôt, c'est pendant les vacances qu'elles font le show. Et puis nous avons les conséquences. Et on vous met ça sur le dos? Bon, ceux qui veulent nous mettre ça sur le dos, parce qu'ils ne sont pas responsables de ces choses-là. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes responsables de leur éducation. Non, on comprend comme conséquence, il y en a qui peuvent revenir dans le système et d'autres pas. Mais généralement, aujourd'hui, la plupart d'entre elles reviennent dans le système. Et elles sont brillantes, elles continuent de façon courageuse. Heureusement pour nous, elles sont brillantes. Aujourd'hui, vous voyez, quand on fait, comment on appelle, les différents classements de meilleurs élèves, ceci par-là, en mathématiques, en physique, ce sont les jeunes filles. Ce sont les jeunes filles. Il faut les encourager. Oui, c'est les jeunes filles. Alors, comme conseil, solution, on a déjà parlé des moyens de prévention, on sait ce qu'il faut, on sait là où il faut toucher pour résorber le problème. Solution et conseil. Déjà, solution, on a déjà parlé aussi, on propose les internats, les cantines, et puis que les jeunes filles évitent les garagistes, c'est ça aussi. Tout le monde parle des garagistes, c'est pas tout le monde. Tout le monde, de façon basique et scolaire, on va dire ainsi. Maintenant, quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes filles-là et aussi aux parents? Oui, je crois que le conseil que nous pouvons dire à nos jeunes élèves, filles surtout, c'est d'abord de cultiver l'abstinence. L'abstinence d'abord. Parce qu'il faudrait qu'elles pensent à leur avenir. Il faut qu'elles pensent à leur avenir. Aujourd'hui, lorsque nous regardons en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de dames qui sont des modèles pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'elles cherchent à devenir comme ces dames-là. Vous en faites la promotion? Oui, bien sûr que nous en faisons la promotion. Nous faisons la promotion de ces filles-là. Maintenant, comme je l'ai dit, les conseils, il y a les parents d'élèves aussi. Les parents d'élèves, surtout les parents d'élèves. Ce sont leurs enfants. Une jeune fille qui sort de l'école, elle a des mini-jupes. Il faut interpeller ta fille. Encore que si le parent voit. Bon, si le parent... Oui, mais le parent est supposé voir cela. Le parent est supposé voir. Juste au retour de la pub, vous allez donner les contacts peut-être du ministère où certains parents pourraient parler avec vous. Ça serait intéressant. Et puis continuer la séance de conseil et on se séparera. Mais pour l'instant, c'est la pub sur RT1.